Sans plus attendre, moi, je vais transmettre la parole à Bruno Dupont pour la première partie. Et Bruno, c'est OK pour toi? C'est parfait pour moi. OK. Alors, tu as environ 45 minutes, comme c'était prévu pour la présentation. Eh bien, c'est parfait. Je vais même lancer un petit chronomètre pour être sûr de ne pas déborder. Je lance le partage de la présentation. Voilà. Normalement, maintenant, vous devriez voir mon écran et le voir maintenant en grand écran. Est-ce que c'est bon? OK, oui, ça marche. C'est parti. Donc, effectivement, merci pour l'invitation. Merci de me laisser parler. Dans le cadre de ce questionnement sur la création des salles d'études virtuelles, pourquoi et dans quel cadre, ce qui m'a été demandé et que je vais essayer de faire, c'est réfléchir aux implications, alors plus théoriques au départ, du fait de mettre en place des salles d'études en ligne, ou une salle d'études en ligne en l'occurrence, dans l'idée que, il s'agit dans la situation actuelle d'étudier ensemble, mais séparément. Ce qui au départ évidemment peut sembler un peu contre-intuitif, mais qu'on va, essayer de voir à travers différents exemples. Et je dis, au départ théorique parce que, j'ai essayé de partir de considérations théoriques pour arriver de plus en plus vers, des questionnements qui peuvent surgir dans la pratique, histoire de faire le pont avec la pratique pure et dure qui va suivre. Je vous parlerai donc, d'abord en quelques mots finalement du rôle d'une salle d'études physique. Qu'est-ce qu'on peut, dire à ce sujet-là? À quoi est-ce que ça sert en fait d'avoir une salle d'études? Ensuite, un petit, détour par les difficultés, ressenties, surtout par les étudiants, mais vous verrez en filigrane celles que nous-mêmes en tant qu'enseignants et enseignantes, on a ressenties. Donc les difficultés ressenties lors du passage en ligne, c'est-à-dire soit en hybride, soit totalement en ligne, des cours, dans l'enseignement supérieur. Ensuite, je passerai, et là c'est un peu le déclic pratique, vers des points d'attention qui, me semble-t-il, et au regard des travaux sur le sujet, sont nécessaires quand on se lance dans ce type de projet-là, et sur les plateformes qui peuvent répondre ou non à ces points d'attention, pour terminer par des options de mise en place, c'est-à-dire un genre de, c'est pas une checklist parce que je n'ai pas de checklist, mais une sorte de variables qu'il va falloir prendre en compte quand on se met, à ce type de travail. Et bien sûr, ensuite une petite discussion, mais ça, vous le savez déjà. Heu, Sans plus attendre, quels sont les rôles que peut remplir une salle d'études physique? Donc, peut-être en parlant au temps pré-corona. Ce qui est beaucoup souligné, c'est pas moi qui l'ai inventé, dans la littérature scientifique, qui est assez riche sur le sujet, c'est qu'en fait, la salle d'études, malgré son nom, ça regroupe, des pratiques qui sont très, très différentes du simple fait d'étudier. C'est-à-dire d'être, seul avec, ses notes ou son ordinateur et d'apprendre quelque chose, individuellement. Non, il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en ligne de compte quand on parle de salle d'études, notamment d'ailleurs du fait que même la dénomination de salle d'études, c'est assez polymorphe selon, l'endroit où ça se trouve et les relations que ça entretient avec d'autres endroits. Vous voyez qu'il y a un lien fréquent avec les bibliothèques. Les salles d'études sont souvent situées avec les bibliothèques, dans le prolongement des bibliothèques, parfois aussi dans des lieux encore plus polymorphes qu'on appelle des centres d'apprentissage, des learning centers, etc. Donc, il y a déjà tout un ensemble, rien que dans la conception spatiale, tout un ensemble de pratiques qui sont liées. En fait, ces pratiques, on peut les différencier selon deux grandes catégories, qui sont les pratiques de sociabilité et socialisation d'un côté, et le rôle de centre de ressources d'un autre côté. Alors, je vais peut-être commencer par les centres de ressources parce que c'est peut-être la première chose à laquelle on penserait. À quoi sert une salle d'études? Donc un lieu qui est dédié à l'étude, c'est-à-dire à la confrontation avec du matériel d'apprentissage. Eh bien, elles servent en tout premier lieu, ça tombe un peu sous le sens, à donner un lieu qui soit adapté à cette étude. Et là, on pense, directement au fait que le domicile, dans le cas du Covid,
ou d'autres endroits dans une université, une autre école, un autre établissement, ne sont pas adaptés à l'étude ou sont pas à 100 adaptés à l'étude. Évidemment, on voit, très régulièrement, des étudiants, qui étudient à d'autres endroits que ceux prévus et ça fait partie aussi, du jeu, de trouver une place dans tout cet écosystème, mais ce sont des endroits qui ne sont pas adaptés et pas pensés pour l'étude, tandis que la salle d'études l'est. Donc, elle offre un genre de lieu privilégié. Alors, elle, en tant que sorte de ressource, elle établit un lien, j'ai mis ici avec les bibliothèques, mais avec d'autres types de ressources, que ce soit plutôt de l'ordre centre média, la mise à disposition de matériel et de ressources informatiques, la mise à disposition de documentation et la mise à disposition aussi de personnes qui sont chargées et compétentes dans cette recherche d'informations. Donc, par exemple, des maîtres assistants qui seraient dédiés, des tuteurs et tutrices, des bibliothécaires, etc., etc. Toutes ces personnes, ça peut aussi être des étudiants travailleurs d'ailleurs, sont là pour faire le lien entre les ressources et les gens qui les recherchent. Donc cette mise à disposition de matériel et de ressources informatiques est très importante d'ailleurs dans le cadre des centres de ressources de façon générale. Et alors, et là on glisse déjà un petit peu vers la deuxième catégorie, il y a tout ce qui est consultation des pairs, puisque les pairs, les autres étudiants, qui soient au même niveau ou à d'autres niveaux dans leurs études, sont une source d'information très très importante pour les étudiants, peut-être même plus d'ailleurs que leurs enseignants et le matériel mis à disposition. Ces pairs, bah, ils apportent évidemment une certaine expertise qui est variable, mais qui est reconnue par la personne qui la demande, mais elles ont aussi un rôle de rassurer, donc plus le fait de rassurer la personne sur sa propre expertise. C'est-à-dire, vous avez tous vu cette situation-là si vous enseignez, le fait que vos étudiants et étudiantes constamment vont redemander quels sont les attendus d'un cours qu'on a déjà expliqué plusieurs fois, quelles sont les choses à faire, se le redemander entre eux, le vérifier sur Facebook, en discuter. Et au final, c'est en dehors du fait de vraiment accéder à l'information, c'est se rassurer sur le fait qu'on sait et se rassurer sur le fait qu'on n'a rien manqué. Et enfin, et ça c'est généralement aussi assez inscrit dans les mentalités et dans les us et coutumes autour des salles d'études, c'est l'utilisation dans l'organisation du travail de groupe. Donc un lieu, souvent des sous-lieux à l'intérieur du lieu qui permettent de se retrouver avec des groupes. Je vous dis, on glisse déjà un petit peu vers la question de la socialisation et de la sociabilité, puisque une autre fonction importante de la salle d'études et qui est peut-être moins apparente, c'est qu'en fait, elle participe fortement au fait de devenir étudiant. Alors, il y en a qui parlent du métier d'étudiant, il y en a qui parlent d'apprendre d'apprendre certaines attitudes par rapport à l'apprentissage. Dans tous les cas, c'est une sociabilisation étudiante et une socialisation au sein des autres, au sein du groupe d'étudiants, d'enseignants et d'autres personnes qui travaillent dans l'enseignement supérieur. Ça nécessite beaucoup de prise d'habitude, hein, ça c'est très relevé dans la littérature, le fait que les études supérieures, c'est un genre de césure dans le parcours de quelqu'un et que ça nécessite d'apprendre des nouvelles choses, de voir ses certitudes de l'enseignement, par exemple secondaire, remises en question et donc de redémarrer sur de nouvelles bases qu'on ne connaît pas nécessairement au départ. Donc il y a tout cet apprentissage et ce co-apprentissage au sein du groupe et les salles d'études, de même que les bibliothèques, etc. Tous ces tiers-lieux, je vais y revenir, en fait, servent surtout à ça. Et c'est l'occasion de se cimenter en groupe de pairs, ce qui est très important d'ailleurs comme facteur de réussite. C'est un lieu de rencontre et de discussion, hein. Si on regarde un peu les études anthropologiques sur le sujet, on voit qu'il y a beaucoup de moments dans les salles d'études où on n'étudie pas et c'est sans doute un rôle qu'elles ont aussi et qu'il faut conserver. Et ces endroits ont un lien fréquent avec des lieux qui sont purement dédiés aux contacts sociaux, donc pas de façon connexe comme les salles d'études, mais de façon primaire. Par exemple, le fait qu'elles soient placées géographiquement près d'une cafétéria, qu'elles soient placées géographiquement à la suite d'un hall ou quelque chose comme ça fait qu'il y a un genre de fluidité entre les deux espaces et que une discussion bah, qui devient
trop envahissante pour la salle d'études peut se poursuivre de l'autre côté et en même temps, une relation sociale entamée de l'autre côté peut se poursuivre dans l'étude par après. Il y a le mot fluidité est peut-être très important ici. Et au niveau définitionnel, on peut retenir que les salles d'études, comme tous ces endroits qui ne sont pas directement des salles de classe ni des lieux privés en termes d'apprentissage pour les étudiants, on peut les regrouper sous l'appellation des tiers-lieux, c'est-à-dire des endroits qui n'ont pas de fonction unique définie, qui sont composés de plusieurs sous-endroits, mais qu'on met ensemble et qu'on comprend ensemble en groupe autour d'un récit commun. Ici, bon, le terme est assez abstrait, mais par récit commun, en fait, on entend justement cette socialisation autour de l'enseignement supérieur. Donc, le fait de penser au tiers-lieu, ça nous approche de réflexions, je vous l'ai dit, sur les bibliothèques, sur les médiathèques, mais aussi sur les Fab Labs, les espaces de création, les espaces de coworking. Tout ça va dans le même sens et aussi dans le sens d'espaces qui doivent être repensés régulièrement. Et j'entends que c'est aussi un début d'aujourd'hui. Assez sur le côté non virtuel. Penchons-nous maintenant sur ce qui se passe quand on passe en ligne. Et ici, je vous ai dit, je fais un petit pas de côté, puisque je ne parle pas uniquement des salles d'études. Qu'est-ce qu'on remarque de façon générale chez les étudiants et étudiantes, donc quand on les interroge sur ce qui leur est arrivé avec le Covid, en dehors de situations sociales comme par exemple la précarité étudiante, etc., qui sont importantes mais qui ne sont pas le sujet aujourd'hui, au niveau de leur réussite versus échec, on constate qu'il y a l'apparition d'un genre de décrochage Covid, on pourrait l'appeler comme ça, c'est-à-dire un sentiment diffus mais assez fort de découragement et d'avoir l'impression d'être en décrochage, que ça se vérifie dans des facteurs chiffrés ou non. Donc les étudiants, et là je vous ai mis plusieurs exemples, disent qui sont pas bien et qui sont en état de décrochage. Alors selon les études, on dit soit on met oui, non, soit on met un genre de jauge. Mais par exemple, ici, je vous ai pris une étude en cours au niveau de l'Université Saint-Louis qui dit qu'il y a 60% des étudiants qui s'estiment découragés et démotivés, ce qu'on peut sans doute comprendre, nous, déjà, de notre point de vue enseignant, mais qu'il y a 30% qui s'estiment en décrochage d'une façon ou d'une autre, ce qui est quand même interpellant et peut-être qu'on n'en prend pas assez la mesure. Celle que je vous ai mis en dessous, l'étude de la Fédération des étudiants francophones, elle souligne le fait que en fait, ce décrochage Covid, il est très lié à la question du contact social. Contact social qui, on s'en rappelle, est une des fonctions de la salle d'études. Il y a 50% qui soulignent le manque de contact social comme problématique dans leur gestion des études au temps du Covid. Les autres, ici, je vais pas entrer dans les détails parce que la question technique, elle vient après, mais c'est interpellant aussi. Il y a un sentiment général de perte du sens des études supérieures par le fait qu'on est seul face à la matière ou à un écran ou les deux. Et le fait, très important, que l'acquisition des codes de l'enseignement supérieur se retrouve compliquée, dans le sens complexifié, et le fait que c'est encore plus fort chez les primo-inscrits, donc ceux qui n'ont finalement rien vécu d'autre que le Covid dans leur enseignement supérieur. L'intégration à la communauté étudiante, elle est retardée, si pas empêchée dans certains cas, parce qu'il n'y a pas cette confrontation aux autres qui sont en train euh, de lutter ou de s'organiser avec la même problématique que moi, c'est-à-dire s'intégrer. Ça, c'est le côté sociabilité qui est très problématique avec le Covid. Et alors, le deuxième point, ça, il est quand même beaucoup souligné aussi dans les médias, c'est le problème d'éloignement des ressources et le fait que le Covid accroît des inégalités qui sont déjà présentes, ne fût-ce qu'au niveau de la disponibilité du matériel informatique, le fait de ne pas en avoir chez soi, vu qu'on n'a pas, même s'il y a des initiatives intéressantes qui visent à distribuer des PC portables, etc., le fait qu'on n'a pas le matériel au départ chez soi est problématique, surtout si on ne peut pas y accéder physiquement dans l'enceinte d'un établissement. L'information est plus difficile d'accès, les ressources informatiques sont plus difficiles d'accès et on est toujours renvoyé à son propre espace privé. Or, on sait que dans l'espace privé, c'est l'endroit où les inégalités des étudiants et étudiantes se marquent très fort.
C'est pas du tout la même chose évidemment, d'étudier quand on a une pièce à soi avec une vraie connexion et qu'on a, le temps de le faire et qu'on n'est pas pris par autre chose, qu'on a, les ressources financières aussi pour s'en sortir en dehors des études et le fait d'être dans un petit endroit où il y a des gens qui passent, qu'on n'a pas envie de montrer parce qu'il y a toute la famille et cetera et cetera. Avec la caméra et la prise de parole en ligne, on est toujours quelque part en train d'empiéter sur cet espace privé et en tant qu'étudiant, on est toujours, occupé à donner son espace privé en spectacle, qu'on le veuille ou non. Il y a aussi un autre problème qui est le fait, d'avoir peu de soutien de pairs qui sont différents, c'est-à-dire de gens qu'on n'aurait pas rencontrés si on n'avait pas fait des études supérieures. Donc on est finalement, dans son propre milieu, intellectuel et social, que ce soit très avantageux ou très désavantageux et quand c'est très désavantageux, bah, il y a pas le côté un peu correcteur de, la présence sur le même site avec tous les autres étudiants. La fracture numérique, je vous en ai parlé et là, l'étude de la FEF montre que, il y a 15 des étudiants qui disent rencontrer des difficultés pour accéder aux cours en ligne. Alors ça peut être évidemment des difficultés très générales et 12 ça je trouve ça interpellant aussi, qui disent ne pas disposer de cet endroit calme pour suivre les cours, ce qui évidemment montre peut-être la nécessité d'installer ce genre d'endroit et c'est à ça que je vais venir maintenant. Quels sont finalement les points d'attention, qu'on peut relever et les plateformes disponibles actuellement qui permettent d'y répondre? On va voir malheureusement toujours en partie. Ce qui, à mon sens, est vraiment, primordial, c'est, qu'il faut en fait réinstaurer un espace-temps, un lien entre l'espace et le temps qui, soit dédié à cet apprentissage, c'est-à-dire à un temps de calme, un temps plutôt long de confrontation avec une matière qu'au départ on ne maîtrise pas. Hem, Pourquoi, diviser en espace et en temps? Parce que, avec, le confinement, l'espace devient très, très peu disponible et le temps devient incommensurablement disponible. Or, on se rappelle ce dont avaient besoin les nouveaux étudiants et nouvelles étudiantes pour, se sociabiliser du point de vue, études supérieures, c'est d'un espace clairement défini, enfin d'espaces clairement définis dans lesquels ils peuvent, s'approprier leur nouveau métier et d'une organisation temporelle parce qu'ils se retrouvent avec énormément de temps libre, enfin du temps qui n'est que relativement libre, qui devraient d'une façon ou d'une autre mettre à profit de leurs études, qui normalement est au moins un peu rythmé par les allers-retours, les cours, les discussions avec, les camarades et cetera et qui là se retrouvent complètement déréglés. Du coup, les propositions, que je formule, ce serait de viser au niveau de l'espace à une accessibilité maximale. Et là, évidemment, il faut comprendre espace au sens espace numérique. On dispose plus d'une plateforme, enfin, on dispose d'une plateforme, mais plus d'un espace, d'une salle d'études physique. Et donc, si je mets ma salle d'études en ligne, mettons sur Zoom, puisqu'on est maintenant sur Zoom, est-ce qu'elle est accessible, à tous les étudiants qui en feraient la demande? Est-ce que, les liens sont disponibles? Est-ce que Zoom, ici, ça va, mais d'autres plateformes ne sont pas un peu trop gourmandes par rapport aux ordinateurs dont dépendent, les étudiants? Est-ce que, hem, le il n'y a pas une restriction du nombre de personnes, sur la plateforme en même temps? Et cetera. Donc ça, c'est vraiment en termes d'arriver dans cet espace d'apprentissage. Quelque chose qui est vraiment important et peut-être moins visible de prime abord, c'est le fait que ces lieux numériques, idéalement, ils doivent reproduire, c'est-à-dire proposer une spatialité, proposer une notion d'espace, quelque chose qu'on puisse et alors on parle dans la littérature d'espace praticable, de production de l'espace dans le numérique. En gros, ça veut dire que je dois être capable d'organiser l'espace numérique de la même façon que je le ferais avec l'espace physique. Évidemment, c'est toujours une question de simulation et je dois être capable de, me projeter dans différents espaces selon l'idée que dans une salle d'études, il y a différents endroits qui sont, réservés à différentes choses. Heu, un exemple parmi d'autres, c'est la création sur plusieurs plateformes de canaux
qui permettent de dire bah, tel canal est, je ne sais pas moi, le canal études ou études silencieuses, tel autre canal serait le canal discussion. Là, je crée des sous-espaces qui ressemblent à ce que je pourrais avoir dans la vie de tous les jours et qui permettent de m'orienter. Donc, si les outils permettent ça, c'est d'autant mieux. Quelque chose aussi, et qui n'est pas toujours donné, je pense ici par exemple à Zoom, c'est la possibilité de se mettre en scène, bon, au sens, positif du terme. Donc dans les médias numériques, il manque évidemment le rapport physique, à la personne. Donc si j'utilise ma webcam, si j'utilise des smileys, si j'utilise des avatars, c'est tous des moyens, que j'aurais mis en pratique de façon physique, par exemple par l'habillement, la façon de s'exprimer, la façon d'entrer en contact avec les gens et que je dois remplacer d'une façon ou d'une autre. Plus ces possibilités de mise en scène de soi, qui peuvent être aussi des refus de se mettre en scène, bien sûr, sont présentes, plus l'espace que allez utiliser, la plateforme que vous allez utiliser, aura tendance à être adoptée par ces utilisateurs. Ça va un peu dans le même sens que les idées qu'il faut des outils pour créer une communauté au sens de communauté de savoir ou communauté d'apprentissage. C'est-à-dire, il faut que les gens se sentent investis d'une certaine mission, d'une certaine responsabilité et d'une certaine place par rapport à la plateforme qu'ils occupent. S'ils sont juste invités à heure fixe à s'y rendre et qui n'ont pas d'influence à l'intérieur de cette plateforme-là, il me semble que l'effet sera moindre. Un exemple d'outil de communauté intéressant, bah, c'est le fait de peut-être permettre aux étudiants, à certains étudiants, de créer eux-mêmes des canaux, des endroits à l'intérieur de la plateforme. Je pense ici à Teams ou à Discord, je vais venir aux exemples juste après, qui permettent cette autogestion, on va dire. Ce qui est euh, on ce qui est aussi idéal pour l'espace, c'est d'avoir une permanence. Alors, on va voir après qu'on peut prendre le contre-pied, mais dans l'état idéal, cet espace, il est toujours là parce qu'il est toujours une référence par rapport à mon apprentissage. Je sais que si je vais à tel endroit, pour reprendre l'endroit physique, la salle d'études, elle sera toujours là. C'est toujours l'endroit qui est dédié à cette étude, même si au niveau du temps, ses heures d'ouverture vont varier. Et ça, j'y arrive juste après. Donc, l'espace, idéalement, doit être permanent et doit être structurable et structuré en fonction des activités qu'on y fait. C'est pour ça qu'y mettre une partie, alors qu'elle soit directement dans cet espace-là ou liée à cet espace en ligne-là, par exemple dédié à la discussion libre, dédié aux pauses café, dédié à des jeux en ligne, etc. C'est intéressant parce que ça permet de revenir sur cette idée que les activités à l'entrée dans le supérieur doivent être structurées et doivent aboutir à un planning un peu cohérent. Eh bien, le fait que dans différents espaces, on fasse différentes choses, ça aide à cela. Là, j'ai un peu fait le tour au niveau espace. Au niveau temps, bah, parfois c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire l'accessibilité temporelle, elle est importante aussi, mais au niveau temps, il me semble que c'est important de souligner plutôt l'impermanence. C'est-à-dire, le fait que, cet espace en ligne, bien qu'il soit toujours là parce que il a été créé, mettons si je fais un canal sur Teams, il est tout le temps présent et donc il est un point de référence. C'est pas pour ça qu'à toute heure du jour et de la nuit, on doit pouvoir attendre une réponse sur cet espace-là. Parce qu'alors le souci, c'est, pour ceux qui seraient déjà en état de stress, d'être dans un genre de surcharge en se disant: «Je vais louper quelque chose, j'y suis pas au moment X, à quel moment est-ce que je dois y aller pour faire ceci?» Donc il y a de nouveau cette incertitude de l'horaire qui est tout à fait, délitée dans le lockdown. Donc on aurait un espace qui est là tout le temps, mais qui est disponible ou actif à certaines heures. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? À mon avis, en passant par un genre de synchronie souple. Donc le problème du confinement, c'est qu'on arrive dans un genre d'hyper-asynchronie, c'est-à-dire tout le monde peut tout faire à des moments différents. Vous le constatez peut-être vous-même en tant qu'enseignant. Vous recevez des mails à des moments qui sont habituellement pas les moments où on reçoit des mails. Les étudiants vont vous écrire la nuit. Vous-même, d'ailleurs, vous avez sans doute tendance à un peu allonger vos horaires et à arriver au final à avoir l'impression d'être tout le temps sur la balle, ce qu'on veut justement éviter. Ce qu'il faudrait, c'est conserver les avantages de la distance, c'est-à-dire que le fait qu'on puisse travailler un peu à la carte et que ça corresponde peut-être au style de différents étudiants et de leurs enseignants d'ailleurs,
mais d'avoir quand même une certaine notion de synchronie, c'est-à-dire une structuration par moment où, par exemple, il y a une disponibilité d'un enseignant versus il n'y en a pas. Des moments où on fait, qui sont consacrés à l'étude, mettons, je ne sais pas moi, de 8 à 12, tandis que la plateforme reste ouverte et les questions peuvent être lues à d'autres moments, mais il ne faut pas s'attendre à une présence, c'est-à-dire une simultanéité de la présence à d'autres moments. Plus le temps sera structuré, plus il y aura une chance que les interactions qui ont lieu pendant ce temps-là soient efficaces et soient positives pour les étudiants. Et enfin, en ce qui concerne le temps, le fait d'avoir cette synchronie qui reste souple, c'est-à-dire que on puisse toujours se connecter à un autre moment pour voir ce qui a été posté, qu'on puisse toujours fonctionner si on ne veut pas être en face à face par email, qu'on puisse toujours fonctionner en différé. Ça permet de s'adapter aussi à des profils qu'on appelle dans le domaine des médias plutôt lurkers, donc plutôt observateurs. Il y a les socializers qui essaient toujours d'avoir du contact social et que ça aide dans leur progression, tandis qu'il y a des gens qui sont aussi des utilisateurs, on va dire, compétents des médias, mais qui sont dans un profil où ils voient les choses après et ils sont des consommateurs, on va dire, plus passifs, sans que ce soit négatif, de ce qui est posté sur les médias sociaux, sur les plateformes d'apprentissage et de façon générale dans les produits numériques. Quelque chose qui rentre ni dans le temps ni dans l'espace, qui peut-être transcende un peu ces deux questions-là, c'est le fait de favoriser la création de communautés. Donc, je vous en avais déjà un petit peu parlé. C'est et encore une fois, je parle dans l'idéal, ces espaces doivent permettre d'exprimer des affinités, des styles particuliers qui dépassent largement le fait d'étudier. Par exemple, je prends ici la plateforme Discord que vous verrez, j'aime beaucoup. La plateforme Discord, elle permet, un peu comme Teams, d'établir des canaux, mais par exemple, vous pouvez très bien avoir un canal qui soit consacré à une jukebox où il y a possibilité de faire passer de la musique qu'on a choisie, qui a été définie auparavant. On peut créer des jeux en ligne sur certains canaux. On peut installer des bots qui répondent, donc des robots algorithmiques qui répondent à des questions. Et tout ça peut être fait par les utilisateurs eux-mêmes, ce qui a le côté affinité. Je fais ce que j'aime et je peux discuter de ce que j'aime et fonctionner de la manière qui me semble la plus avantageuse, mais aussi le côté responsabilité où, en fonction de ce que je sais faire, je peux prendre en main une partie de la gestion de cet espace, par exemple par la création d'un bot qui va répondre automatiquement aux questions des nouveaux utilisateurs. L'idée, c'est que cette communauté, bah, comme le nom l'indique, se concentre autour d'un commun. Et ce commun, c'est à la fois l'espace qu'il est demandé de gérer, l'espace en ligne, et tout le contenu qui va s'y accumuler, qui s'y accumule de façon vraiment visible, par exemple sur Teams, où les fichiers sont conservés au fur et à mesure du temps, ou de façon invisible, c'est-à-dire que si je fais une réunion régulière sur Zoom, je ne vais pas avoir un historique de tous les documents qui ont été envoyés, mais il y a un genre de mémoire collective qui va s'installer où on sait que ceci avait été discuté, que ceci avait été travaillé, etc., etc. Qu'à tel moment, il y a déjà eu telle personne qui était présente, que je peux me tourner vers des personnes avec de l'expérience en cas de question, ça va aussi dans le même sens. Et alors quelque chose pour lequel moi je plaide beaucoup, c'est d'intégrer ou de penser en même temps la fonction récréative des espaces, parce que je pense que c'est un des gros ennuis d'ailleurs, et une des raisons pour laquelle les gens ont un peu du mal avec les contacts sociaux par exemple sur Zoom, sur toute plateforme en ligne, c'est le fait qu'en dehors de la possibilité de travailler et d'une petite fonction sociale, tout le côté amusement qui fait partie de beaucoup de pratiques humaines et on l'espère de l'apprentissage dans les études supérieures, en fait, il est très très mis de côté. Donc plus il y a des outils qui permettent de recréer cette fonction récréative, plus les outils vont avoir tendance à être utilisés spontanément par les étudiants, ce qui est, je pense, ce qu'on vise. Et le lien avec d'autres endroits, ça j'en ai déjà parlé dans le domaine de la salle d'études physiques. Si il y a un espace LMS, donc un espace d'apprentissage en ligne qui est privilégié par mon institution, eh bien,
Évidemment, c'est pas du tout obligatoire que l'espace, d'études se trouve à l'intérieur de ce LMS et d'ailleurs, c'est pas toujours facile techniquement, mais on peut penser à un lien, par exemple, à l'intérieur de notre espace d'études qui renvoie directement vers, les ressources mises à disposition, qui renvoie vers la plateforme plus officielle, de l'école et cetera et cetera. Je vous avais dit que, je parlerai aussi de raisonnement un peu plus pratique. Bah, justement, on y arrive. Moi, je vois plusieurs manières de fonctionner qui ont toutes leurs avantages, même si certaines, vous allez le voir, ont ma préférence, mais ça dépendra surtout de vous, ce que vous utilisez d'habitude, ce que vous souhaitez utiliser et du temps et de l'argent qui sont disponibles, pour ça. Le premier recours, ce serait sans doute d'utiliser ce qui est déjà disponible. Et ici, j'ai pris Microsoft Teams comme exemple. Donc, Teams, une plateforme que vous connaissez sans doute de partage d'informations, discussion en ligne et aussi cours en synchrone et en asynchrone en ligne. Euh, Pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est disponible dans de nombreux établissements, grâce au fait que Microsoft a assez bien organisé et négocié l'installation de son produit. Et ça fonctionne assez bien avec des bémols comme tout outil dans beaucoup d'établissements. Et c'est assez naturellement que dans les nombreuses tentatives qu'il y a déjà eu d'installation de salles d'études en ligne, Microsoft Teams ait été pris dans pas mal de cas parce que ça permet finalement de reprendre la répartition qu'on a des différents espaces de cours avec des équipes qui correspondent par exemple à un département, au sein de ces équipes des, pardon, avec des organisations qui correspondent à un département, au sein de cette organisation, des équipes qui correspondent aux différents cours, et au sein des différents cours, des canaux qui correspondent aux différentes activités. Ici, on peut très bien voir ça aussi au niveau départemental, par exemple, et en dessous, par centre d'intérêt, activité à faire sur la plateforme d'apprentissage, donc la plateforme d'études, pardon, un espace, comme je vous avais dit, pour l'étude silencieuse, un espace pour la discussion, un espace pour les questions-réponses et l'espace récréatif pour lequel je plaide encore une fois. Ça fonctionne assez bien, c'est assez plastique, ça permet de créer des espaces qui sont liés à des buts, ce qui est toujours intéressant à faire. Et ça a l'avantage de la permanence, puisque ces canaux, à moins que vous les supprimiez, et ces équipes, de toute façon, elles vont rester. Donc, il y a cette notion de je sais où aller quand j'ai besoin de quelque chose. Par contre, le gros souci de Teams, c'est le fait qu'il y a peu de possibilités récréatives, même si ça s'améliore un petit peu, et peu de possibilités de mise en scène de soi, et que ça renforce un peu cette idée de, je ne sais pas, d'une sorte d'anonymat ou d'uniformisation de l'enseignement à distance au sens général. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas l'utiliser, mais il faut trouver un moyen de contrecarrer ce manque de la plateforme. Euh, une autre attitude qu'on voit dans beaucoup de créations de salles d'études en ligne, qui d'ailleurs, cela dit en passant, sont souvent des initiatives très très bottom-up, c'est-à-dire soit des groupes d'étudiants, ça arrive, qui eux-mêmes se décident à créer leur salle d'études en ligne parce qu'ils se rendent compte que tout seuls, ils n'arrivent pas à travailler et ça va de 5 personnes sur Skype à un site internet sur lequel des gens du monde entier peuvent se connecter. Donc ça, c'est le côté, on va dire, créé par les étudiants, mais aussi on a des créations par des unités de bibliothèque, par des groupes de professeurs et parfois par des établissements, mais c'est le côté le moins fréquent. Donc on va vraiment du petit au plus grand ici, enfin du petit au sens hiérarchique du terme. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que c'est sans doute la raison pour laquelle c'est les enseignants et les étudiants qui créent ça, qui sont un peu souvent des gens plus versés dans l'informatique, vont chercher des formules qui fonctionnent ailleurs. Et ici, l'exemple que je vous donne, c'est celui de Discord. Discord, c'est une plateforme qui au départ a été créée pour streamer des jeux vidéo, donc des gens qui se filment en train de jouer et qui montrent leur réaction par rapport à un jeu. Puis ça a évolué, comme toutes les plateformes d'ailleurs, vers simplement des vidéastes qui parlent soit de jeux vidéo, soit de thèmes qui n'ont absolument rien à voir. Ça s'est un peu élargi pour devenir une sorte de YouTube un petit peu plus privé, avec toujours cette possibilité de discuter directement avec les gens, de partager des informations, de partager beaucoup de contenu social, donc beaucoup de smileys, beaucoup de GIFs, etc. Si vous avez déjà donné cours sur Discord, vous verrez que le rendu est tout à fait différent par rapport à Teams, même si les étudiants sont les mêmes. Ça a une ergonomie plus importante que Teams. Ça permet des salons textuels
versus vocaux, donc les deux. Ça veut dire que pour tout ce qui est, on va dire, étude au sens silencieux du terme, le textuel va finir et finalement empêchera la grande question de est-ce qu'il faut allumer sa caméra ou pas, ce qui est toujours un moment d'incertitude pour tout le monde, d'ailleurs dans des réunions comme ici aussi. Ça, a une permanence très, très élevée. Pourquoi je dis très élevée? Parce que, ce que j'ai constaté dans ma pratique et ce que d'autres enseignants ont constaté, c'est que, c'est vraiment l'espace qui va commencer à tourner tout seul à partir d'un certain moment, où les étudiants vont se mettre des ressources entre eux, où ils vont se fixer des moments où ils travaillent sur un projet alors que ce n'était pas du tout prévu, et cetera. Donc ça, c'est vraiment un espace qui va commencer à vivre tout seul à partir d'un certain moment, ce qui a peut-être pas que des avantages, c'est à ça que je vais venir, juste après. Les fonctionnalités sociales, j'en ai parlé. La mise en scène de soi, elle est très, très présente puisque on a une incitation à faire part de ses affinités au niveau culturel, musical, et cetera. Qui a aussi la fonctionnalité, bah, en fait, d'origine, de montrer ce à quoi on est en train de jouer à un certain moment. Donc la réappropriation par les publics, de façon générale, est très, très élevée. Par contre, le fait qu'il y ait cette grosse réappropriation, ça fait que si vous voulez gérer cet espace, et on viendra à la question de la gestion juste après, il va falloir être souple et permissif parce que les usages qui vont se développer ne seront pas ceux qui auront été prévus à la base, ou en tout cas pas ceux que vous aurez imaginés. Il y aura études, il y aura apprentissage, mais sans doute pas selon les rapports que vous aviez pensés et sans doute de manière un peu plus festive et transgressive que ce qui était le cas dans une salle d'études classique. Ce qui ne dit pas qu'il ne faut pas de gestion ou qu'il ne faille pas de gestion, ça on y viendra juste après. Donc, deux grosses catégories jusqu'ici. Utiliser les outils institutionnels. Deuxièmement, aller chercher ailleurs des formules qui fonctionnent. Et troisièmement, ça c'est, je vous avais dit, on peut prendre le contre-pied. C'est la troisième et dernière méthode que je vais vous présenter sur ce point-là. C'est le fait de partir plutôt d'une vision minimale et de se dire que le problème principal qui est rencontré par les étudiants et sans doute par nous aussi, c'est ce manque de contact social et ce manque de structuration du temps, les deux allant ensemble. Le second problème, c'est que l'enseignement à distance, de façon générale, comme il est conçu actuellement, il va pas nécessairement, et plutôt dans l'autre sens, avec beaucoup de moyens. Donc, il y a peu de moyens qui sont alloués, peu de moyens humains et aussi parfois peu de disponibilité technique des gens qui sont censés le mettre en œuvre. Donc, si vous êtes soit régulièrement, vous travaillez régulièrement dans une bibliothèque, par exemple, ou vous travaillez régulièrement à donner cours face à des étudiants, vous êtes compétent dans votre tâche, mais ce n'est pas pour ça que vous êtes compétent dans la gestion d'un espace en ligne. Et donc, l'idée minimale, c'est de partir d'utiliser des outils très simples, comme par exemple Skype, comme par exemple Zoom, si on veut une alternative libre, Jitsi, qui est tout à fait gratuit, Google Meet, qui est gratuit aussi, mais pas un logiciel libre, et de fonctionner selon le principe d'heure fixe. Ça, c'est ce qui est fait par beaucoup de bibliothèques, notamment aux États-Unis. C'est de dire de telle heure à telle heure, parfois 1 heure sur la journée, parfois 4 heures selon les capacités qui sont disponibles. À ces repères temporels-là, il va y avoir un moment d'étude en commun qui est ou non accompagné d'une discussion, qui est ou non accompagné d'un genre de tutorat. Dans certains cas, oui, dans certains cas, non. Mais l'idée, c'est d'avoir un repère temporel dans la journée qui soit un genre d'embrayeur d'études, puisque quelque chose qui ressort, c'est que les étudiants ont du mal à se mettre à étudier, c'est assez général, et c'est d'autant plus marquant en temps de lockdown. Donc cet embrayeur d'études, on sait que tout ne se fera pas dans le moment de la salle virtuelle, mais ce n'est pas du tout ça le problème, puisque l'idée, c'est de mettre le pied à l'étrier et de donner une structuration dans la journée à des gens qui en manqueraient. Souvent, on travaille avec des groupes plus réduits dans ce cas-là, notamment parce qu'il y a ce petit souci avec des plateformes à la Zoom, qui est que quand vous voyez énormément de personnes sur la grille en face de vous, ça a un côté stressant au bout d'un certain temps. Donc, il est possible de fonctionner avec des créneaux horaires et un système de réservation qui dit ah bah, à tel nombre d'utilisateurs, la salle est remplie, ce qui n'empêche pas bien sûr d'en avoir une deuxième et ce qui coûte à l'établissement le prix d'une licence Zoom Pro qui reste accessible. Encore une fois, si on fonctionne sur Jitsi, on évite les coûts, même si on a sans doute moins d'outils à disposition. Qu'est-ce que ça permet, ça, de fonctionner de cette manière? C'est d'avoir une présence efficace finalement des enseignants et tuteurs ou tutrices qui seront dans ces espaces-là. Donc, si vous choisissez une version gérée en présentiel, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans la salle,
ça vous permettra de ne pas y être pour rien, d'y être de façon modérée temporellement parlant et que, on sache aussi que s'il faut vous joindre, c'est dans ces moments-là et ça va avoir tendance à rendre plus efficace le fonctionnement de ces groupes-là et donc de façon générale, cette approche-là, elle a un bon rapport entre le temps et l'efficacité de la coordination que vous allez apporter. Et d'ailleurs, ce modèle-là, j'aurais dû vous le dire dès le départ, part de l'idée qui se fait dans beaucoup de domaines, d'avoir des genres de pauses café ensemble, aussi dans le domaine professionnel, parce que les pauses café n'existent plus et que c'est un moment de créativité et de sociabilité très important professionnellement parlant. Je vois que j'ai encore 5 petites minutes, donc je speed un petit peu. Mais la dernière chose, et là c'est plutôt une ouverture au niveau des plateformes, c'est, ce rôle social dont je vous ai parlé. Je pense qu'il ne faut pas le négliger, ça je vous l'ai déjà dit, mais parfois c'est même une question de d'oser aller en priorité vers cet aspect-là. Je ne suis pas du tout en train de plaider pour le fait de dire qu'il ne faille pas étudier dans une salle d'études, mais réfléchir à ce contact en ligne qui manque, c'est peut-être aussi le mettre au premier plan. Et alors là, des espaces plus créatifs, comme par exemple Minecraft, où on fait des constructions en ligne via des blocs, un peu comme avec des Lego, Second Life, où on va dans différents endroits d'un monde virtuel, une recréation du monde en virtuel. Ça date un petit peu, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a moins de gens dessus maintenant et ça fonctionne toujours très bien. Ou Next Meet ou Gather Town, que je vous ai mis aussi en bas à droite, qui sont en 3D et en 2D, des endroits où vous pouvez aller comme si c'était eh bien une haute école ou une université ou un établissement virtuel. Euh, il faut le mettre en place une fois pour toutes et après le retravailler, le réactiver. Ça prend un peu de temps, mais techniquement, c'est pas hyper complexe et ça permet d'avoir un lieu où, comme on irait dans un lieu physique, eh bien, on se rend si on a besoin d'être connecté à son institution. Donc, ce sens d'être là qui manque dans le virtuel est justement très présent ici. Et si vous en avez l'occasion, je vous conseille par exemple d'essayer Gather Town, donc celui en bas à droite, qui est vraiment très intéressant parce qu'il reproduit un peu une esthétique qu'on connaît des jeux vidéo en 2 dimensions, tout en permettant de faire des présentations, de donner cours, d'étudier, d'avoir des espaces privés, semi-privés. Donc ça fonctionne vraiment bien. C'est pas trop demandeur en termes de puissance d'ordinateur, là où des programmes comme NextMeet qui sont en 3D sont plus gourmands. Ces endroits, ils maintiennent un fort lien social, une forte spatialité, donc cette idée de créer de l'espace, elle est très présente, mais ils ne sont pas conçus comme espace d'études proprement dit. Du coup, mon conseil, ce serait de les combiner avec d'autres initiatives, et selon des temporalités qui sont différentes, ce sera ma dernière slide, mais en tout cas de ne pas négliger ce rôle social, et si on se rend compte qu'il n'est pas là dans la salle d'études virtuelle proprement dite, bah, pourquoi ne pas le mettre ailleurs en créant un pont entre les deux espaces via un lien, par exemple. Euh, je vous montre les possibilités de Minecraft, donc dans la reproduction par des étudiants de la KU Leuven de leur propre bibliothèque en temps de Covid, donc sans doute un manque par rapport à ce qui n'avait plus pendant un certain temps, et une reconstruction créative, bah, ça permet aussi de se regrouper autour d'un projet. Et là, on est un peu au-delà évidemment de la question des salles d'études. Et je vous ai mis aussi une petite photo de une initiative semblable à Liège pour vous montrer que si jamais vous êtes intéressé, il y a l'Université de Liège, le projet Liège Craft a visé justement à reproduire la ville de Liège et qu'on pourrait très bien y intégrer des salles d'études qui seraient les vraies reproductions de vos propres salles d'études dans vos établissements. C'est tout à fait possible. Enfin, je pense que la grande question, ça va être de placer le curseur finalement entre l'aspect minimal et maximal, autogéré ou coordonné, social ou très studieux, disponible au sens tout le monde peut y aller et gourmand au sens c'est bien, mais techniquement, c'est pas accessible à tout le monde. Est-ce qu'on va faire ça en interne ou avec un lien externe? Très en interne, ce serait au sein d'un cours. Très en externe, ce serait accessible à tous, même en dehors de votre institution. Aller vers une solution gratuite ou plus coûteuse et faire du permanent mais à gérer versus de l'épisodique qui est peut-être moins dans l'idéal mais qui a l'avantage de la facilité par ce côté minimal.
quelques suggestions pour coordonner un peu toutes ces offres-là, ce serait par exemple d'avoir des rendez-vous réguliers sur Jitsi et en même temps une plateforme sur Discord qui soit permanente et qui demanderait moins de gestion puisqu'il suffirait de vérifier tous les X temps qu'elle est disons, qu'elle correspond aux standards de l'établissement, notamment par rapport à ce qui s'y dit, mais ça ne nécessite pas du tout une présence constante. Par contre, si on fait un rendez-vous régulier, c'est plus nécessaire d'être présent en ligne, ou bien en groupe Teams par département et recréer un hall d'accueil sur GatherTown qui aurait cette possibilité de faire l'espace physique qui manque un petit peu sur Teams, prévoir des horaires spécifiques selon les fonctions de votre salle, etc., etc. Je vois qu'on arrive à 45 minutes, donc ça tombe pas mal. J'ai vu qu'il y avait peut-être des questions ou des réactions dans le chat, mais je sais que c'est Amélie qui va un peu les ou enfin, je pense avoir compris que c'est Amélie qui allait, les réunir, donc je laisse la parole. Merci beaucoup. Voilà, un tout grand merci pour ton intervention. Oui, justement, alors ici, je vois une question. Donc, quel est l'intérêt de créer une salle d'études virtuelle pour de l'étude silencieuse? J'imagine donc qu'il ne s'y passe aucune interaction. Oui, c'est très drôle, donc c'est une remarque tout à fait juste. C'est, en fait, souvent, ça démarre d'un besoin des étudiants donc quand on regarde les salles d'études qui ont été créées, soit les enseignants disent on a eu cette demande des étudiants, soit les étudiants disent on a voulu le faire parce que ça n'existait pas, parce qu'en fait, ils ont ce besoin de l'horaire, du moment où on sait qu'on va étudier, et pour leur mettre un peu en parallèle, c'est comme les étudiants qui ont leur cote avec Internet qui fonctionne, etc., et qui, en temps de non-Covid, vont à la bibliothèque pour étudier, où ils ont peut-être moins de place, où les sièges sont moins confortables, mais où ils sont face à des gens qui étudient et dans un contexte délibérément mis à l'étude, donc dédié à l'étude. Et ça va donc du côté virtuel, même jusqu'au point qu'il y a des salles d'études virtuelles dans lesquelles on passe de façon non obligatoire, on peut toujours couper le son, une musique propice à l'étude, donc dans l'idée qu'il faut se mettre dans le mood pour étudier, et aussi certaines où on conseille aux étudiants qui le souhaitent, s'ils veulent avoir ce contrôle social, parce qu'il y a un contrôle social nécessaires à l'étude, d'allumer leur caméra et les mis texto. Vous pouvez le faire si ça vous aide d'avoir des gens qui sachent que vous êtes vraiment en train de travailler, puisque quand on est face à son PC, on n'est pas toujours réellement en train de travailler, vous le savez aussi. Donc voilà, c'est effectivement, ici, il passe rien, et c'est ce rien qui est recherché, c'est-à-dire un rien un peu obligatoire, quelque part, une obligation qu'on se met à soi-même. Voilà, merci. Alors, je regardais, je ne sais pas si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors, je vois donc une autre question. Donc, en incitant à utiliser des plateformes comme Second Life, n'avez-vous pas peur de finir par éloigner certains étudiants qui risquent de s'enfermer dans cela? Euh, Honnêtement, non. Je pense que ce qui pourrait arriver, c'est que des gens qui n'ont effectivement pas spécialement ni l'envie ni la motivation d'étudier, ne l'aient pas particulièrement plus par, ce genre de processus. Donc je pense pas que ça va les sauver. Par contre, dans l'autre sens, je pense que pour tout l'entre-deux de ceux qui souhaiteraient étudier, mais qui n'y arrivent pas, qui souhaiteraient avoir du contact social entre étudiants, mais qui n'y arrivent pas, ça peut être un bon embrayeur, comme j'ai dit. Et là où je vais un petit peu dans le sens de la remarque, c'est le fait que cet espace-là, il y a des salles d'études sur Second Life, ça existe aussi, il y a des gens qui se réunissent sur Second Life pour étudier, mais j'ai l'impression que le côté est quand même marginal par rapport à ce qu'on y gagne en termes vraiment de sociabilité, et donc il faut conserver ça soit vraiment dans le but de garder le contact, ce qui est bien aussi en temps de Covid, ou alors comme parallèle à la salle d'études où on apprend. Voilà. Mais le côté de s'y perdre, je ne pense pas, si ce n'est le fait qu'on a régulièrement la possibilité pendant le Covid de se perdre dans plein de trucs parce qu'on est un peu sans perspective claire. Ok, merci. Alors, je vois également, que dire du phénomène gangbang? Alors, il y a un lien. Tendance des étudiants se filment des journées entières en train de travailler. Ah non, j'avoue que je ne connais pas ce phénomène en tant que tel.
Et bien, je ne connais pas non plus. Donc ce sont des étudiants qui se filment toute la journée en train de travailler, c'est ça? Donc oui, il y a un lien directement, je vais voir un petit peu vers quoi ça mène. Et sinon, alors une autre question qu'on puisse voilà. Comment faire en sorte que des primo-étudiants qui ne se connaissent pas ou peu trouvent de l'intérêt à des interactions ou des moments de coprésence pour l'étude? Ça, c'est, une question qui est que partiellement à laquelle il n'est que partiellement répondu, dans les initiatives qui ont eu lieu, parce que souvent, c'est des gens ça s'adresse à des étudiants qui se sont déjà rendus compte qu'il y avait ce manque-là et qui se sont dit: «Bah, il faut absolument que j'étudie avec quelqu'un, sinon je ne vais pas y arriver». Je sais que dans certaines, institutions, ce qu'ils proposent, c'est, des à ceux qui se sentent seuls, parce que ça, le fait de se sentir seul, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement lié, au fait d'avoir rencontré les gens avant. Il y a le fait d'assigner un compagnon d'études, un buddy, qui, va étudier en même temps, évidemment selon des choses à régler entre les 2 personnes, hein, il y a rien d'obligatoire et donc qui peut être, par la création d'un duo, de se dire bah, ces duos vont progressivement s'agréger pour créer la communauté. Sinon, une chose qui fonctionne toujours bien dans ces cas-là, c'est de créer, et là je reviens à l'idée de l'espace social, de créer le groupe autour d'un événement social. Par exemple, si on se met au niveau d'un cours, de consacrer une leçon au test de la plateforme de manière, comment est-ce qu'on dirait, de manière fun, c'est-à-dire par ses utilisations non apprentissage. Et si on se met à l'échelle plus d'un établissement, bah, de donner rendez-vous à un certain moment sur la plateforme pour montrer ses possibilités en laissant après des moments de discussion. Et là, je pense que des plateformes, et je reviens encore une fois à l'exemple de Discord, parce que c'est quelque chose que je conseille vraiment. Ce sont des plateformes qui sont, comment est-ce qu'on dirait? Elles sont ludiques, ou elles sont alors, c'est pas vraiment ludicisé, je vais dire ludique et parce que on a tendance à avoir envie de jouer avec. Il y a la question de l'affordance, donc c'est un peu comme un ballon, ça vous donne envie de sauter dedans ou de le faire rouler. Eh bien, ces plateformes, elles donnent envie de tester tous les boutons, elles donnent envie de changer votre avatar, elles donnent envie de mettre de la musique, etc. Et donc, et là, peut-être que c'est un bas calcul de ma part, mais ce côté euh, donner envie d'être testé, après peut très bien aboutir à on a eu un moment sympa avec la plateforme. Les gens qu'on y a rencontrés, même si c'est de manière très superficielle, ont l'air sympas aussi. J'ai ce problème d'études en même temps, eh bien, pourquoi pas combiner les deux. Donc, je pense que si on n'a jamais vu, et ça, c'est ce qui va nous arriver de plus en plus, les gens en présentiel une première fois, eh bien, il faut passer par un genre d'événement de lancement qui soit pas directement celui de l'étude. OK, merci. Je vois aussi, que l'heure tourne donc voilà, il risque d'y avoir quelques frustrations. Effectivement, par rapport au gangbang, ce sont des étudiants qui se filment en train d'étudier et qui sont suivis par des followers, et Ah, d'accord, d'accord. ça se développe assez bien et c'est vrai que le terme en tant que tel, je n'avais pas encore, mais l'activité, oui. Ouais. Alors il me reste une dernière question. La pertinence, l'efficacité des salles d'études à distance varie-t-elle en fonction de qui l'organise, les étudiants ou les enseignants? Alors là, je suis désolé de décevoir, mais il n'y a pas encore de données, en tout cas que moi j'ai trouvé, hein, il en existe peut-être, mais il n'y a pas encore de recherche vraiment qualitative à ce niveau-là. Tout ce qu'on a, c'est des recherches qui se penchent en fait sur ce qu'ils appellent des salles d'études virtuelles, mais qui ne sont pas du tout ce à quoi on est confronté, puisque cette création d'endroits pour travailler qui remplacent les endroits physiques, en fait, l'idée existait déjà avant et certains le faisaient déjà avant, mais son côté massif, il est arrivé avec le Covid. Donc je pense qu'il faudra encore attendre un peu pour avoir des notions d'efficacité. Après, ce à quoi je peux renvoyer, c'est aux idées générales autour de tout ce qui est fixation des deadlines, fixation des objectifs. Généralement, ce qui marche le mieux comme deadline et comme objectif, c'est une deadline qui est fixée par quelqu'un d'autre en collaboration avec vous et vous êtes d'accord avec cette deadline. Donc, vous avez le côté contrôle de l'extérieur, c'est-à-dire quelqu'un est le juge que ça aura lieu ou non. Euh, Ça peut être un juge silencieux, bien sûr. Et vous-même, vous êtes d'accord et vous trouvez que ça a du sens pour votre propre parcours. Donc, en partant de là, moi, j'émettrais l'hypothèse que ce qui marche le mieux, c'est un espace qui est administré et
le mot surveillance est peut-être problématique, qui est administré et coordonné, voilà, par, quelqu'un de l'établissement et ça peut être à des niveaux très, très divers, hein. Je veux dire pour un étudiant primo inscrit, un étudiant tuteur, c'est déjà un membre de l'établissement. Donc il y a cette, en tout cas ce léger déséquilibre hiérarchique qui fait que, bien que vous n'allez jamais être appelé à l'ordre, vous savez qu'il y a quelqu'un qui sait ce que vous faites ou que vous ne faites pas. Donc c'est pour ça que moi je plaiderais, même si bon, je suis pas particulièrement pour le contrôle, je plaiderais pour une version où d'une façon ou d'une autre, il y a la présence de membres de l'établissement sur la plateforme, une présence qui est pas constante, qui est bienveillante et qui est très horizontale, mais il y a rien à faire, même dans l'horizontalité, la hiérarchie sous-jacente, elle va se voir et elle peut avoir des effets positifs de temps en temps, bah, utilisons-la. Voilà, un tout grand merci en tout cas, pour ton intervention, qui remet un petit peu aussi en perspective, pas mal de choses par rapport aux classes virtuelles.